Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer donc la lecture de Madame de Staël, Corinne ou l'Italie. C'est un roman cosmopolite et européen qui évoque la France, l'Angleterre et l'Italie à l'aube du romantisme, dans la diversité de leurs mœurs et de leur culture. L'histoire d'une femme, la poétesse Corinne, qui inaugure le débat sur la condition féminine, sur le droit de la femme à vivre en liberté, en être indépendant et à exister en tant qu'écrivain. Je rappelle que Madame de Staël était donc une grande féministe, une grande femme du XVIIIe siècle et surtout une grande féministe. Donc Corinne, c'est un petit peu Madame de Staël elle-même, la femme la plus extraordinaire qu'on vit jamais selon Stendhal. Un être à part, un être supérieur, tel qu'il s'en rencontre peut-être un par siècle, disait Benjamin Constant. Napoléon lui-même, qui voyait en Madame de Staël une dangereuse messagère de liberté, déclara un jour « Il faut reconnaître, après tout, que c'est une femme d'un très grand talent. Elle restera. » Voilà, donc durant ma lecture, je vais insérer un mot que j'espère vous allez pouvoir noter et retenir afin de me faire un petit hashtag sur Twitter et me dire donc quel est ce mot qui n'a aucun rapport avec l'histoire que j'aurai inséré donc durant ma lecture. J'espère que vous serez nombreux à faire le petit hashtag. Je trouve que c'est un jeu un petit peu rigolo qui peut être très sympa à refaire. Voilà, donc nous allons continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous continuons la lecture. Après le souper, chacun se mit au jeu. Quelques femmes au jeu de hasard, d'autres au whist, le plus silencieux. Et pas un mot n'était prononcé dans cette chambre naguère si bruyante. Les peuples du Midi passent souvent de la plus grande agitation au plus profond repos. C'est encore un des contrastes de leur caractère que la paresse, unie à l'activité la plus infatigable. Ce sont en tout des hommes qu'il faut se garder de juger au premier coup d'œil, car les qualités, comme les défauts les plus opposés, se trouvent en eux, si vous les voyez, prudents dans tels instants. Il se peut que, dans un autre, ils se montrent des plus audacieux des hommes. S'ils sont indolents, c'est peut-être qu'ils se reposent d'avoir agi, ou se préparent pour agir encore. Enfin, ils ne perdent aucune force de l'âme dans la société, et toute s'amasse en eux, pour les circonstances décisives. Dans cette assemblée de Rome, où se trouvaient Oswald et Corinne, il y avait des hommes qui perdaient des sommes énormes au jeu, sans qu'on pût l'apercevoir le moins du monde sur leur physionomie. Ces mêmes hommes auraient eu l'expression la plus vive et les gestes les plus animés s'ils avaient raconté quelques faits de peu d'importance. Mais quand les passions arrivent à un certain degré de violence, elles craignent les témoins et se voilent presque toujours par le silence et l'immobilité. Lord Nelvil avait conservé un ressentiment amer de la scène du bal. Il croyait que les Italiens et leur manière animée d'exprimer l'enthousiasme avaient détourné de lui, du moins pour un moment, l'intérêt de Corinne. Il en était très malheureux, mais sa fierté lui conseillait de le cacher ou de le témoigner seulement en montrant du dédain pour les suffrages qui flattaient sa brillante amie. On lui proposa de jouer, il le refusa. Corinne aussi, et elle lui fit signe de venir s'asseoir à côté d'elle. Oswald était inquiet de compromettre Corinne, en passant ainsi la soirée seule, avec elle, en présence de tout le monde. « Soyez tranquille, lui dit-elle, excusez-moi. Personne ne s'occupera de nous. C'est l'usage ici de ne faire, en société, que ce qui plaît. Et il n'y a pas une convenance établie, pas un égard exigé, une politesse bienveillante suffit.
personne ne veut que l'on se gêne les uns pour les autres. Ce n'est sûrement pas un pays où la liberté subsiste, telle que vous l'entendez en Angleterre, mais on y jouit d'une parfaite indépendance sociale. C'est-à-dire, reprit Oswald, qu'on n'y montre aucun respect pour les mœurs. Au moins, interrompit Corinne, aucune hypocrisie. Monsieur de la Rochefoucauld a dit « Le moindre des défauts d'une femme galante est de l'être ». En effet, quels que soient les torts des femmes en Italie, elles n'ont pas recours au mensonge. Et si le mariage n'y est pas assez respecté, c'est du consentement des deux époux. Ce n'est point la sincérité qui est la cause de ce genre de franchise, répondit Oswald, mais l'indifférence pour l'opinion publique. En arrivant ici, j'avais une lettre de recommandation pour une princesse. Je la donnai à mon domestique de place pour la porter. Il me dit « Monsieur, dans ce moment, cette lettre ne vous servirait à rien, car la princesse ne voit personne. Elle est innamorata. Innamorata? Et cet état d'être, innamorata, se proclamait comme toute autre situation de la vie. Et cette publicité n'est point excusée par une passion extraordinaire. Plusieurs attachements se succèdent ainsi et sont également connus. Les femmes mettent si peu de mystère à cet égard qu'elles avouent leur liaison avec moins d'embarras que nos femmes n'en auraient en parlant de leurs époux. Aucun sentiment profond ni délicat ne se mêle, on le croit aisément, à cette mobilité sans pudeur. Aussi, dans cette nation où l'on ne pense qu'à l'amour, il n'y a pas un seul roman. Parce que l'amour y est si rapide, si public, qu'il ne prenne à aucun genre de développement. Et que pour peindre véritablement les mœurs générales, à cet égard, il faudrait commencer et finir dans la première page. Pardon, Corinne, s'écria Lord Nelvil, en remarquant la peine qu'il lui faisait éprouver. Vous êtes italienne. Cette idée devrait me désarmer. Mais l'une des causes de votre grâce incomparable, c'est la réunion de tous les charmes qui caractérisent les différentes nations. Je ne sais dans quel pays vous avez été élevé, mais certainement vous n'avez point passé toute votre vie en Italie. Peut-être est-ce en Angleterre même. Ah, Corinne, si cela était vrai. Comment auriez-vous pu quitter ce sanctuaire de la pudeur et de la délicatesse pour venir ici où non seulement la vertu, mais l'amour même est si mal connu. On le respire dans l'air, mais pénètre-t-il dans le cœur? Les poésies, dans lesquelles l'amour joue un si grand rôle, ont beaucoup de grâce, beaucoup d'imagination. Elles sont ornées par des tableaux brillants dont les couleurs sont vives et voluptueuses. Mais où trouverez-vous ce sentiment mélancolique et tendre qui anime notre poésie? Que pourriez-vous comparer à la scène de Belvidera et de son époux dans Otway, à Roméo dans Shakespeare? Enfin, surtout aux admirables vers de Thomson. Dans son chant du printemps, lorsqu'il peint avec des traits si nobles et si touchants le bonheur de l'amour dans le mariage. Y a-t-il un tel mariage en Italie? Et là où il n'y a pas de bonheur domestique, peut-il exister de l'amour? N'est-ce pas ce bonheur qui est le but de la passion du cœur, comme la possession est celui de la passion des sens? Toutes les femmes jeunes et belles ne se ressemblent-elles pas? Si les qualités de l'âme et de l'esprit ne fixent pas la préférence. Et ces qualités, que font-elles désirer? Le mariage, c'est-à-dire l'association de tous les sentiments et de toutes les pensées, l'amour illégitime, quand malheureusement il existe chez nous, est encore, si j'ose m'exprimer ainsi, un reflet du mariage. On y cherche ce bonheur intime qu'on a pu goûter chez soi. Et l'infidélité, même, est plus morale en Angleterre que le mariage en Italie. Ces paroles étaient dures, elles blessèrent profondément Corinne. Et se levant aussitôt, les yeux remplis de larmes, elle sortit de la chambre et retourna subitement chez elle. Oswald fut au désespoir d'avoir offensé Corinne, mais il avait une sorte d'irritation de ses succès du bal. Il s'était trahi par les paroles qui venaient de lui échapper. Il la suivit chez elle, mais elle refusa de lui parler.
Il y retourna le lendemain matin, encore inutilement. Sa porte était fermée. Ce refus prolongé de recevoir Lord Neville n'était pas dans le caractère de Corinne, mais elle était douloureusement affligée de l'opinion qu'il avait témoignée sur les Italiennes. Et cette opinion, même, lui faisait une loi de cacher à l'avenir, si elle le pouvait, le sentiment qu'il entraînait. Oswald, de son côté, trouvait que Corinne ne se conduisait pas dans cette circonstance avec la simplicité qui lui était naturelle, et il ne se confirmait toujours plus dans le mécontentement que le bal lui avait causé. Il excitait en lui cette disposition qui pouvait lutter contre le sentiment dont il redoutait l'empire. Ses principes étaient sévères, et le mystère qui enveloppait la vie passée de celle qu'il aimait lui causait une grande douleur. Les manières de Corinne lui paraissaient pleines de charme, mais quelquefois, un peu trop animées par le désir universel de plaire, il lui trouvait beaucoup de noblesse et de réserve dans les discours et dans le maintien, mais trop d'indulgence dans les opinions. Enfin, Oswald était un homme séduit, entraîné, mais conservant au-dedans de lui-même un opposant qui combattait ce qu'il éprouvait. Cette situation porte souvent à l'amertume. On est mécontent de soi-même et des autres. L'on souffre et l'on a comme une sorte de besoin de souffrir encore davantage, ou du moins d'amener une explication violente qui fasse triompher complètement l'un des deux sentiments qui déchirent le cœur. C'est dans cette disposition que Lord Nelvil écrivit à Corinne. Sa lettre était amère et inconvenable. Il le sentait, mais des mouvements confus le portaient à l'envoyer. Il était si malheureux par ses combats qu'il voulait à tout prix une circonstance quelconque qui pût les terminer. Un bruit constipé auquel il ne croyait pas, mais que le comte d'Herfeuil était venu lui raconter, contribua peut-être encore à rendre ses expressions plus âpres. On répandait dans Rome que Corinne épouserait le prince d'Amalfi. Oswald savait bien qu'elle ne l'aimait pas et devait penser que le bal était la seule cause de cette nouvelle. Mais il se persuada qu'elle l'avait reçue chez elle, le matin du jour où il n'avait pas pu lui-même être admis. Et trop fier pour exprimer un sentiment de jalousie, il satisfit son mécontentement secret en dénigrant la nation pour laquelle il voyait avec tant de peine la prédilection de Corinne. Chapitre 3. Lettre d'Oswald à Corinne. Ce 24 janvier 1795. Vous refusez de me voir. Vous êtes offensé de notre conversation d'avant-hier. Vous vous proposez sans doute de ne plus admettre à l'avenir chez vous que vos compatriotes. Vous voulez expier apparemment le tort que vous avez eu de recevoir un homme d'une autre nation. Cependant, loin de me repentir d'avoir parlé avec sincérité sur les Italiennes, avoue que dans mes chimères je voulais considérer comme une Anglaise, j'oserais dire avec bien plus de force encore que vous ne trouverez ni bonheur, ni dignité si vous voulez faire choix d'un époux au milieu de la société qui vous environne. Je ne connais pas un homme parmi les Italiens qui puisse vous mériter. Il n'en est pas un qui vous honorera par son alliance, de quelque titre qu'il vous revêtit. Les hommes en Italie valent beaucoup moins que les femmes, car ils ont les défauts des femmes et leur propre en sus. Me persuaderez-vous qu'ils sont capables d'amour, ces habitants du Midi qui fuient avec tant de soin la peine et sont si décidés au bonheur? N'avez-vous pas vu que je le tiens de vous, le mois dernier au spectacle, un homme qui avait perdu 8 jours auparavant sa femme et une femme qu'il disait aimer? On veut ici se débarrasser le plus tôt possible et des morts et de l'idée de la mort. Les cérémonies des funérailles sont accomplies par les prêtres, comme les soins de l'amour sont observés par les cavaliers servants. Les rites et l'habitude ont tout prescrit d'avance. Les regrets et l'enthousiasme n'y sont pour rien. Enfin, et c'est là, surtout, ce qui détruit l'amour, les hommes n'inspirent aucun genre de respect aux femmes.
Elles ne leur savent aucun gré de leur soumission, parce qu'ils n'ont aucune fermeté de caractère, aucune occupation sérieuse dans la vie. Il faut, pour que la nature et l'ordre social se montrent dans toute leur beauté, que l'homme soit protecteur et la femme protégée, mais que ce protecteur adore la faiblesse qu'il défend et respecte la divinité sans pouvoir, qui, comme ces dieux pénates, porte bonheur à sa maison. Ici, l'on dirait presque que les femmes sont le sultan et les hommes le sérail. Les hommes ont la douceur et la souplesse du caractère des femmes. Un proverbe italien dit « Qui ne sait pas feindre, ne sait pas vivre ». N'est-ce pas là un proverbe de femme? Et en effet, dans un pays où il n'y a ni carrière militaire, ni institution libre, comment un homme pourrait-il se former à la dignité et à la force? Aussi tournent-ils tout leur esprit vers l'habileté. Ils jouent la vie comme une partie d'échecs dans laquelle le succès est tout. Ce qu'il leur reste de souvenirs de l'Antiquité, c'est quelque chose de gigantesque dans les expressions et dans la magnificence extérieure. Mais à côté de cette grandeur sans base, vous voyez souvent tout ce qu'il y a de plus vulgaire dans les goûts et de plus misérablement négligé dans la vie domestique. Est-ce là, Corinne, la nation que vous devez préférer à toute autre? Est-ce elle dont les bruyants applaudissements vous sont si nécessaires? Que toute autre destinée vous paraîtrait silencieuse à côté de ces bravos retentissants? Qui pourrait se flatter de vous rendre heureuse en vous arrachant à ce tumulte? Vous êtes une personne inconcevable, profonde dans vos sentiments et légère dans vos goûts, indépendante par la fierté de votre âme et cependant asservie par le besoin des distractions, capable d'aimer un seul mais ayant besoin de tous. Vous êtes une magicienne qui inquiétait et rassurait alternativement, qui vous montrait sublime et disparaissait tout à coup de cette région où vous êtes seule, pour vous confondre dans la foule. Corinne, on ne peut s'empêcher de vous redouter en vous aimant. Oswald. Alors, on aimerait bien maintenant que les hommes nous écrivent de telles lettres. Corinne, en lisant cette lettre, fut offensée des préjugés haineux qu'Oswald exprimait contre sa nation. Mais elle eut cependant le bonheur de deviner qu'il était irrité de la fête et de ce qu'elle s'était refusée à le recevoir depuis la conversation du souper. Cette réflexion adoucit un peu l'impression pénible que lui faisait sa lettre. Elle hésita quelque temps, ou du moins crut hésiter sur la conduite qu'elle devait tenir envers lui. Son sentiment l'entraînait à le revoir, mais il lui était extrêmement pénible qu'il pût s'imaginer qu'elle désirait de l'épouser, bien que leur fortune fût au moins égale, et qu'elle pût, en révélant son nom, montrer qu'il n'était en rien inférieur à celui de Lord Neville. Néanmoins, ce qu'il y avait de singulier et d'indépendant dans le genre de vie qu'elle avait adopté devait lui inspirer de l'éloignement pour le mariage, et sûrement elle en aurait repoussé l'idée si son sentiment ne l'eût pas aveuglée sur toutes les peines qu'elle aurait à souffrir en épousant un Anglais et en renonçant à l'Italie. On peut abdiquer la fierté dans tout ce qui tient au cœur, mais dès que les convenances ou les intérêts du monde se présentent de quelque manière pour obstacle, dès qu'on peut supposer que la personne qu'on aime ferait un sacrifice quelconque en s'unissant à vous, il n'est plus possible de lui montrer à cet égard aucun abandon de sentiment. Corinne, néanmoins, ne pouvant se résoudre à rompre avec Oswald, voulut se persuader qu'elle pourrait le voir désormais et lui cacher l'amour qu'elle ressentait pour lui. C'est donc dans cette intention qu'elle se fit une loi dans sa lettre, de répondre seulement à ses accusations injustes contre la nation italienne et de raisonner avec lui sur ce sujet comme si c'était le seul qui l'intéressât. Peut-être la meilleure manière dont une femme d'un esprit supérieur peut reprendre sa froideur et sa dignité, c'est lorsqu'elle se retranche dans la pensée, comme dans un asile. Corinne, à Lord Nelvil. Ce 25 janvier 1795.
notre petite lettre. Si votre lettre ne concernait que moi, my lord, je n'essaierai point de me justifier. Mon caractère est tellement facile à connaître que celui qui ne me comprendrait pas de lui-même ne me comprendrait pas davantage par l'explication que je lui en donnerai. La réserve pleine de vertu des femmes anglaises et l'art plein de grâce des femmes françaises servent souvent à cacher, croyez-moi, la moitié de ce qui se passe dans l'âme des unes et des autres. Et ce qu'il vous plaît d'appeler en moi de la magie, c'est un naturel sans contrainte, qui laisse voir quelquefois des sentiments divers et des pensées opposées, sans travailler à les mettre d'accord. Car cet accord, quand il existe, est presque toujours factice, et la plupart des caractères vrais sont inconséquents. Mais ce n'est pas de moi dont je veux vous parler. C'est de la nation infortunée que vous attaquez si cruellement. Serait-ce mon affection pour mes amis qui vous inspirerait cette malveillance amère? Vous me connaissez trop pour en être jaloux, et je n'ai point l'orgueil de croire qu'un tel sentiment vous rendit injuste au point où vous l'êtes. Vous dites sur les Italiens ce que disent tous les étrangers, ce qui doit frapper au premier abord, mais il faut pénétrer plus avant pour juger ce pays qui a été si grand à diverses époques. D'où vient donc cette nation a été, sous les Romains, la plus militaire de toutes, la plus jalouse de sa liberté dans les républiques du Moyen-Âge et dans le XVIe siècle, la plus illustre par les lettres, les sciences et les arts. N'a-t-elle pas poursuivi la gloire sous toutes les formes? Et si maintenant elle n'en a plus, pourquoi n'en accuseriez-vous pas sa situation politique, puisque dans d'autres circonstances, elle s'est montrée si différente de ce qu'elle est maintenant? Je ne sais pas si je m'abuse, mais les torts des Italiens ne font que m'inspirer un sentiment de pitié pour leur sort. Les étrangers, de tout temps, ont conquis, déchiré ce beau pays. L'objet de leur ambition perpétuelle, et les étrangers reproche avec amertume à cette nation les torts des nations vaincues et déchirées. L'Europe a reçu des Italiens les arts et les sciences. Et maintenant qu'elle a tourné contre eux leur propre présent, elle leur conteste, souvent encore, la dernière gloire qu'il soit permise aux nations sans force militaire et sans liberté politique, la gloire des sciences et des arts. Il est si vrai que les gouvernements font le caractère des nations, que dans cette même Italie, vous voyez des différences de mœurs remarquables entre les divers États qui la composent. Les Piémontais, qui formaient un petit corps de nation, ont l'esprit plus militaire que le reste de l'Italie. Les Florentins, qui ont possédé ou la liberté, ou des princes d'un caractère libéral, sont éclairés et doux. Les Vénitiens et les Génois se montrent capables d'idées politiques parce qu'il y a chez eux une aristocratie républicaine. Les Milanais sont plus sincères parce que les nations du Nord y ont apporté depuis longtemps ce caractère. Les Napolitains pourraient aisément devenir belliqueux parce qu'ils ont été réunis depuis plusieurs siècles sous un gouvernement très imparfait, mais enfin sous un gouvernement à eux. La noblesse romaine, n'ayant rien à faire ni militairement ni politiquement, doit être ignorante et paresseuse. Mais l'esprit des ecclésiastiques, qui ont une carrière et une occupation, est beaucoup plus développé que celui des nobles. Et comme le gouvernement papal n'admet aucune distinction de naissance et qu'il est au contraire purement électif dans l'ordre du clergé, il en résulte une sorte de libéralité. Non dans les idées, mais dans les habitudes, qui fait de Rome le séjour le plus agréable pour tous ceux qui n'ont plus ni l'ambition ni la possibilité de jouer un rôle dans le monde. Voilà, c'est ainsi que je dois malheureusement vous quitter donc pour cette lecture. Je vais vous donner 2 petites citations donc avant de vous quitter. Qui veut être heureux et développer son génie doit avant tout bien choisir l'atmosphère dont il s'entoure immédiatement. 2e citation. À la lueur des flambeaux, les statues paraissent des figures pâles qui ont un caractère plus touchant de grâce et de vie. Une 3e. Une inspiration céleste animait dans cet instant la physionomie de Corinne.
Voilà, c'est ainsi que je vais vous quitter. Un petit remerciement pour le petit jeu donc, du petit mot glissé dans le livre pour Mathieu Nina. Bonne soirée. Au revoir.